Walden ou la vie dans les bois de Henry David Thoreau. Chapitre Économie, 6e extrait. Si je devais entreprendre de dire comment j'ai souhaité vivre ma vie au cours des années passées, je surprendrais sans doute ceux de mes lecteurs qui sont un peu au fait de mon histoire présente, et je sidérerais très certainement ceux qui n'en savent rien. Je me contenterai d'évoquer quelques-uns des projets que j'ai nourris. Qu'il pleuve ou qu'il vente, de jour comme de nuit, je me suis efforcé d'affûter la lame du temps, et de m'en servir, qui plus est, pour tailler une encoche sur mon bâton de marche, de me tenir debout en ce point de rencontre de deux éternités, le passé et l'avenir, qu'est très exactement l'instant présent. Et de marcher sur ce fil. Longtemps, j'ai travaillé comme reporter dans un journal de tirage assez faible, dont le rédacteur en chef n'a pourtant que rarement jugé bon de publier mes contributions, et comme souvent les écrivains, je ne fus payé de mes peines que par ma propre sueur. En l'occurrence, cependant, mes peines étaient à elles-mêmes leur propre récompense. Durant de nombreuses années, je fus inspecteur auto-appointé des tempêtes de neige et des orages pluvieux, et je remplis fidèlement mes devoirs. Je fus inspecteur, sinon des vastes routes, du moins des chemins forestiers et de tous les sentiers de traverse, œuvrant à les maintenir ouverts, à entretenir les gués et les ponts sur les ravines pour faire en sorte qu'ils fussent praticables en toute saison, partout où les semelles du public attestaient de leur utilité. Je me suis occupé des bêtes sauvages de la ville qui donnent à l'honnête éleveur bien du souci en sautant par-dessus les clôtures, et je suis allé voir les coins et recoins délaissés de la ferme. Même si je ne savais pas toujours si c'était Jonas ou si c'était Salomon qui travaillait dans tel ou tel champ, tel ou tel jour, cela n'était pas mes affaires. J'ai arrosé les buissons de myrtilles, les cerisiers des sables et les micocouliers, les pins rouges et les frênes noires, les cèpes de raisin blanc et les pousses de violettes pubescentes qui eussent sans cela pu s'étioler durant la saison sèche. En bref, je vécus comme cela longtemps, je puis le dire sans forfanterie, à m'occuper fidèlement de mes propres affaires, jusqu'à ce qu'il devienne de plus en plus évident que mes concitoyens ne m'admettraient au bout du compte jamais dans le cercle des agents municipaux, ni ne feraient de mon travail une sinécure dotée d'une petite rente. Quant à mes comptes, que je jure avoir scrupuleusement tenus, je ne les ai effectivement jamais fait vérifier, encore moins accepter et moins encore payer. Cependant, ce n'est pas à cela que j'ai choisi de consacrer mon énergie. Il y a peu, un Indien itinérant sonna à la demeure d'un juriste célèbre de mes voisins pour lui vendre des paniers. « Voulez-vous acheter des paniers » demanda-t-il. « Non, nous ne voulons pas de paniers, » lui répondit-on. « Comment » s'exclama l'Indien en sortant du domaine. « Vous voulez notre mort » Ayant vu ses voisins blancs industrieux si aisés, ayant vu que ce juriste n'avait qu'à tresser des arguments entre eux pour que par une étrange magie, richesse et respect lui échoient, il s'est dit à lui-même « Je vais me mettre au travail, je vais faire du commerce, je vais tresser des paniers, c'est une chose que je sais faire. » Pensant qu'une fois qu'il aurait confectionné ses paniers, il aurait fait sa part et que ce serait ensuite à l'homme blanc de faire la sienne en les lui achetant. Il avait omis de voir qu'il devait tout d'abord faire en sorte que son acheteur trouvât un quelconque intérêt à les lui acheter, ou du moins faire en sorte que son acheteur crût qu'il y trouvait un intérêt, ou bien fabriquer autre chose que son acheteur pût souhaiter acheter. Moi aussi j'avais tressé des espèces de paniers de fort jolie facture, mais je n'ai jamais rien fait pour que quiconque trouvât le moindre intérêt à me les acheter. Et au lieu de me pencher sur la question de savoir quoi faire pour que les gens aient envie de m'acheter ces paniers, je m'étais penché sur celle de savoir comment échapper à la nécessité de les leur vendre. La vie que les êtres humains louent et saluent comme une vie de succès n'est bien qu'une seule des nombreuses variétés de vie existantes. Pourquoi devrions-nous valoriser une seule de ces variétés aux dépens de toutes les autres? Constatant qu'il était peu probable que mes concitoyens m'offrissent une chambre au tribunal ou bien toute autre forme de cure ou de logis, et que j'allais devoir me débrouiller tout seul, je me tournai plus exclusivement que jamais vers les bois, où j'étais mieux connu. Je décidai de me lancer dans les affaires séance tenante, sans attendre d'avoir amassé le capital habituel, en ne recourant qu'aux maigres moyens dont je disposais déjà. Mon but, en allant vivre au bord de l'étang de Walden, n'était ni d'y vivre chichement, ni d'y vivre chèrement, mais de négocier une affaire personnelle en rencontrant le moins d'obstacles possible. Affaire qu'il me semblait plus ridicule que triste d'être empêché de mener à bien par manque d'un peu de sens commun, d'un peu d'esprit d'entreprise et d'un peu de talent commercial. Je me suis toujours efforcé d'acquérir des pratiques commerciales rigoureuses. Elles sont indispensables à tout un chacun.
Si vous traitez avec le Céleste Empire, alors un simple petit comptoir sur la côte dans un port de Salem peut largement suffire. Vous exporterez le genre de biens que le pays produit. Beaucoup de glace et de rondins, de pain, un peu de granit, toujours transportés dans des bateaux fabriqués localement. Ce seront de bons choix pour votre entreprise. Superviser tous les détails soi-même, être à la fois pilote et capitaine, être celui qui possède le navire et celui qui l'affrète, acheter, vendre et tenir les comptes, lire chaque lettre qui arrive, écrire ou relire chaque lettre qui part, contrôler le déchargement des biens importés de nuit comme de jour, se trouver en de nombreux lieux différents de la côte presque simultanément, tant vos cargaisons les plus précieuses finiront souvent éventrées sur les récifs du New Jersey, être à soi-même son propre télégraphiste, scrutant inlassablement l'horizon, communiquant avec tous les navires qui se dirigent vers la côte. Maintenir un stock constant de biens afin d'alimenter ce marché fort lointain et fort exorbitant. Se tenir informé de l'état des marchés, des menaces de guerre et perspectives de paix partout sur la planète, et anticiper les tendances du commerce et de la civilisation. Tirer profit des découvertes effectuées lors des toutes dernières expéditions d'exploration, utiliser les nouvelles voies maritimes ainsi que les innovations les plus récentes en matière de navigation, étudier les cartes, être attentif à la localisation des récifs et rester bien au fait de celle des nouveaux phares et balises, et encore et toujours corriger les tables logarithmiques, car en cas d'erreur de calcul, le vaisseau qui cinglait vers quelque môle hospitalier en vient à déchirer sa coque sur les rochers. Souvenez-vous du destin mystérieux du comte de la Pérouse. Se tenir au courant des avancées de la science en chacun de ces domaines, étudier la vie de tous les grands explorateurs et autres navigateurs, des grands aventuriers et des grands commerçants depuis Hanon et les Phéniciens jusqu'à l'époque actuelle. Procéder régulièrement à un inventaire détaillé des stocks pour savoir où vous en êtes. Un tel labeur est apte à éprouver les facultés d'un être humain. Avec ses problèmes de profits et de pertes, de taux d'intérêt, de tare et de réfaction, de mesures et pesages en tout genre, une tâche qui exige un savoir universel. J'ai pensé que l'étang de Walden serait un bon endroit pour des affaires et pas seulement du fait de la présence du chemin de fer et du commerce de la glace. C'est un bon avant-poste et un bon camp de base. À demain pour un autre passage de Walden ou la vie dans les bois.